Cette séance est une discussion en panel sur les mécanismes d'injustice et l'atteinte de l'équité dans la recherche sur la douleur. Je serai votre animatrice et nous allons nous pencher sur les types d'injustices vécues par les personnes vivant avec la douleur, surtout dans les euh, contextes cliniques. Pourquoi ces injustices se produisent et ce qu'on fait pour en fait, pour s'y opposer. Je crois que la plupart des gens ont vécu des expériences injustes. Ces injustices sont amplifiées par les personnes qui vivent une autre sorte de marginalisation. Alors, j'ai les docteurs Anna Hood et Therese Lane. Madame Hood est professeure en psychologie au Manchester Center for Psychology à l'Université de Manchester au Royaume-Uni. Sa recherche porte sur la compréhension des injustices et systèmes sociaux qui contribuent aux problèmes vécus par les personnes vivant avec la douleur et sur la compréhension des mécanismes pour allevier ces problèmes. Teresa vit avec la douleur depuis 15 ans. Elle est membre du comité directeur de l'Alliance des patients d'arthrite au Canada, avec le Pepper Project également. Et elle est membre du comité d'équité, de diversité et d'inclusion de la Société canadienne de l'arthrite. Son expérience des problèmes de santé mentale font d'elle en fait, une militante importante pour les personnes vivant avec la douleur chronique, les personnes pauvres, les femmes et ceux les plus touchés par l'injustice sociale. Bienvenue à vous deux. Je passe le micro virtuel à Anna. Bonjour, vous m'entendez? Merveilleux. Merci pour cette présentation et merci pour cette invitation. Je suis très fier de pouvoir participer à cette conférence. Je vais afficher mon écran. Je vais prononcer une courte introduction sur ces mécanismes d'injustice. Je commence habituellement par une chose importante. Évidemment, parler de racisme suffit à rendre certaines personnes mal à l'aise. Donc, je vous demande d'endurer un peu l'inconfort aujourd'hui. Le racisme existe. Et vous direz que ce n'est pas nécessaire d'en parler, mais en fait, ce l'est. Le racisme est un système. Et le racisme mine la force de toute la communauté, de toute la société. C'est important de tenir ça en compte. Ce ne sont pas que les personnes de communautés marginalisées qui sont touchées, mais toute la société. Et euh, comme j'ai dit, il y aura un peu d'inconfort aujourd'hui parce que on ne peut pas se déplacer vers la justice sociale sans passer à travers un inconfort. Parce que c'est un enjeu qui est difficile à atteindre. Alors, je vous demande votre patience et votre endurance aujourd'hui. Nous allons penser comment nous pouvons enlever les obstacles vers la justice sociale. Alors, peut-être que ça rejoint vos expériences lorsque vous voulez avoir accès à des soins. Il y a des intersectionnalités supplémentaires pour les communautés racialisées lorsqu'elles doivent avoir accès aux soins. Au Royaume-Uni, il y a une étude qui a été publiée récemment qui montre que pour les Britanniques noirs, une étude faite sur 10 000 personnes, 1 sur 6 de ces gens considèrent qu'ils sont traités de façon injuste dans le système de santé. Et non seulement cela, mais que c'est un environnement hostile. 87 des répondants signalent qu'ils s'attendent à recevoir des soins en deçà des normes à cause de leur race. Et ça m'a vraiment marqué, ce chiffre. Et 3 adultes sur 10 ont vécu du racisme au moins une fois dans la dernière année et 50 ont indiqué que la qualité des services de soins de santé était bonne, 40 d'entre eux, ou excellente, 10 Alors, seulement la moitié trouvent que les soins de santé sont de bonne qualité. Alors, il y a souvent des intersectionnalités qui font qu'on se retrouve dans un environnement hostile. Alors, on pense souvent aux obstacles, mais il faut penser de façon structurelle et considérer en fait, penser aux obstacles comme les déserts alimentaires, la qualité de l'accès aux soins de santé et en particulier la racialisation des ordonnances d'opium, c'est-à-dire qui obtient une ordonnance et pourquoi lorsqu'ils vont chercher des soins et surtout dans les salles d'urgence. J'y reviendrai de façon plus détaillée. Je travaille surtout avec des enfants et des jeunes
avec la maladie, une maladie qui touche l'hémoglobine dans le sang, donc l'oxygène est mal réparti dans le corps. Les gens qui souffrent de cette maladie ont souvent la peau plus foncée parce que c'est une maladie qui est plus courante en Afrique. Donc, ces gens qui sont atteints de la drépanocyte, en fait, doivent avoir accès à plus de soins et ils sont plus durement touchés justement par le manque d'accès aux soins de santé et la discrimination qui s'y opère. Alors, les gens qui vivent avec des drépanocytes indiquaient qu'ils n'étaient pas crus lorsqu'ils cherchaient à avoir accès à des soins de santé et en fait, leur demande était écartée du revers de la main. C'est pourquoi je travaille sur ce temps. Je travaille beaucoup avec cette population tête de la drépanocyte et c'est pourquoi c'est important pour moi d'améliorer le système. Alors, VOC, c'est une crise occlusive, donc c'est une crise de douleur et la multiplication de ces crises de douleur réduit l'espérance de vie d'une personne. Alors, ça peut avoir des incidences graves sur la santé, même ça peut menacer de mort la personne qui en souffre. Alors, au Royaume-Uni, on parle de la drépanocyte et un des enjeux qu'on trouve pour les gens qui sont atteints de cette maladie, ce sont des soins en deçà des normes. Il y a des écarts, c'est-à-dire un manque de connaissances de la part des médecins de cette pathologie, des préoccupations à propos d'un mauvais usage d'opioïdes. Il y a des attitudes négatives qui sont liées au racisme. Comme je le disais, la plupart des gens, une grande partie des gens qui souffrent de drépanocyte ont la peau foncée. C'est une maladie qui a une forte incidence en Afrique. Et il y a également, les gens utilisent souvent un langage stigmatisant devant ces gens, auprès de ces gens. Voici un article du New York Times qui disait que la douleur chez les enfants est souvent ignorée. Et moi, je vous dirais, en général, la douleur est souvent ignorée. La douleur chez les enfants est encore plus ignorée. Et la douleur chez les enfants de couleur est encore plus ignorée. Alors, euh, se faire croire, c'est un défi pour cette population. En fait, selon votre identité racialisée, dépendant d'autres intersectionnalités qui pourraient jouer un rôle, qui pourraient faire en sorte que les médecins ne vous croient pas lorsque vous dites que vous avez mal. Alors, voici des données des États-Unis. Les enfants noirs qui vont à l'urgence ont moins de chances de recevoir un analgésiant opioïde que les enfants blancs. Alors, les enfants noirs qui souffrent clairement de douleurs, d'appendicite ou autres, ont beaucoup moins de chances d'avoir cette ordonnance d'opioïdes. Et c'est ce qu'on montre par les graphiques ici. Alors, souvent, on a des académiciens racialisés qui ont prouvé qu'il y a clairement un problème. Et on ne veut pas documenter le problème. On ne veut plus documenter le problème. Nous connaissons le problème. Le racisme existe. Mais il faut commencer à se pencher sur les interventions et les appliquer pour régler le problème du racisme. Il y a des cadres qui se penchent sur cet enjeu. Un de ces cadres, c'est l'intersectionnalité. Voici code QR. Si vous l'utilisez, le scanner, ça vous amènera à cet article sur Internet. Et comme je l'ai dit, il y a des intersections. Moi, je parle de racisme parce que c'est le domaine dans lequel je travaille. Mais ça ne veut pas dire que ces autres intersectionnalités, membres de la communauté LGBTQ2+, 2S, communauté gay, lesbienne, autres communautés ethniques, religieuses. Je travaille avec une autre collègue qui parle du lieu de la personne et du moment. Si vous êtes une personne particulière, un moment particulier, un endroit particulier, eh bien, ça a un effet immense justement sur l'injustice que vous pouvez souffrir ou les soins que vous allez recevoir. Alors, voici un article qui
porte sur les mécanismes de l'injustice. Vous avez peut-être tous constaté que souvent, moi, les cliniciens de la douleur se concentrent sur les réactions biologiques et les comportements individuels qui contribuent aux résultats en matière de douleur et ne pensent pas aux injustices interpersonnelles, structurelles ou culturelles, c'est-à-dire structurelles étant les établissements de santé dans lesquels on a accès aux soins et l'injustice culturelle, c'est-à-dire le système d'oppression dans lequel on vit. Et pour comprendre et améliorer les résultats en santé, on croit qu'il faut cesser de se concentrer seulement sur les processus individuels, mais sur tous ces autres aspects qui constituent l'expérience de vie d'une personne et comment les soins de santé sont gérés. Tout le monde doit passer à travers ces quatre étapes. Pour moi, c'est comme un bol de soupe. Alors, il y a des gens, enfin, c'est comme traverser un lac. Il y a des gens qui peuvent le faire à la nage, d'autres en canot, d'autres avec un bateau moteur, mais tout le monde doit traverser ce lac pour se rendre aux soins de santé et à la justice. Et tous ne sont pas égaux devant la traversée de ce lac. Voici un article publié il y a quelques années, trois articles qui ont été publiés il y a quelques années portant sur la recherche sur la douleur, écrit par mes collègues travaillant en recherche sur la santé. On voulait déterminer comment avoir un engagement commun de la part des communautés concernées, comment avoir de la diversité parmi nos équipes de recherche, parmi les échantillons, les sujets étudiés, et comment avoir le pouls, prendre le pouls des gens vivant, en fait, étant aux prises avec ces injustices. Alors, on s'est demandé comment réfléchir à ceci et modéliser le racisme qui est un facteur décisif dans les résultats en santé et les intersectionnalités. Alors, voici une équipe de femmes exceptionnelles. Nous sommes des psychologues, physiothérapeutes, sociologues, anesthésistes, des épidémiologues plutôt. Alors, certaines travaillent en clinique, d'autres sur la recherche. Et on s'est toutes dit que ça ne pouvait plus être un problème. Il faut unidirectionnel. Il faut s'écarter du modèle biomédical et il faut commencer à se pencher sur tous les aspects de la question. Une des choses que ce modèle promeut, c'est de se pencher sur le stress traumatique ou en fait, le stress causé par un traumatisme axé sur le racisme, c'est-à-dire une blessure mentale, émotionnelle grave causée par des expériences racistes non contrôlées et ce genre d'expérience. Alors, toute personne de la communauté racialisée a l'expérience du racisme dans les pays comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, euh, dans les pays où ils sont minoritaires. Alors, ça peut avoir des effets supplémentaires également. Alors, ce modèle dit que la douleur émotionnelle peut devenir de la douleur physique et que les systèmes et structures dans lesquels on vit font la promotion de en fait, exacerbent ces injustices et il faut changer ces systèmes, justement. Alors, alors le stress, le syndrome du stress post-racisme, disons, RBTS, c'est un modèle qui nous porte à réparer. Alors, le modèle consiste en exposition au racisme, accumulation des traumatismes et douleurs perpétuées par les inégalités. Et ensuite, défense des droits de ces personnes et en fait, c'est le modèle que je viens d'écrire. Alors, c'est le modèle du racisme. Ici, on voit des ressemblances avec d'autres modèles de douleur. Alors, c'est le modèle qui est utilisé dans notre recherche. Alors, on s'est dit que ces éléments n'avaient jamais été composés et il y a des syndromes, des symptômes du traumatisme causés par le racisme et on a réussi à les identifier. Et ces symptômes se réunissent pour causer des inégalités. Lorsqu'il y a trop de ces symptômes, en fait, on s'est trop concentré sur ces symptômes de douleur et de racisme et pas assez sur les intersectionnalités. Alors, on s'est dit, en tant que chercheur, on doit aller au-delà de tout ça pour réparer les torts, pour améliorer
le problème. Alors, il ne faut pas demander aux personnes qui vivent ce racisme, mais il faut plutôt demander au système de changer. Alors, un autre exemple tangible, c'est la prière. Alors, tout le monde a une spiritualité. Elle est souvent conceptualisée comme une stratégie passive. Et je dirais que la prière et la spiritualité ne sont pas des moyens de s'échapper ou d'éviter de voir un problème. Mais en fait, les personnes religieuses savent très bien quand elles doivent être actives ou passives. Comme vous, pensez à vous. Vous savez quand il y a un problème, il y a des choses que je vais oublier, je vais éviter en fait, de réagir à telle chose. C'est une stratégie passive. Et la recherche montre que prier Dieu, qu'on récite des prières, qu'on écoute des prières, peut être bénéfique pour les personnes qui vivent de la douleur. Alors, moi et un collègue, Mario, travaillons justement sur une recherche sur la spiritualité et comment la spiritualité elle ne s'inscrit pas dans un modèle biomédical, mais évidemment, ça aide les gens en fait, à gérer leur douleur. Une autre chose qui est exigée des cliniciens et des chercheurs, c'est l'humilité culturelle. Vous avez peut-être entendu parler de compétences culturelles et l'humilité culturelle est basée sur la compétence culturelle. On ne peut pas être compétent dans tout. Alors, il s'agit d'écouter les personnes qui vivent avec cette douleur et ça exige de l'ouverture, de l'humilité et une conscience de soi et reconnaître qu'il y a des déséquilibres de pouvoir. Alors, c'est un processus où on apprend, ne cesse jamais d'apprendre, et c'est un processus où il faut faire une auto-évaluation. On met au défi, on remet en question les préconceptions. Si tout chercheur apporte quelque chose de soi à la recherche, et souvent, en tant qu'académicienne racialisée, on dit, vous faites ce travail parce que vous êtes noir. Oui, en fait, mais vous faites également du travail de recherche à cause de qui vous êtes. Et ça fait partie de vos recherches, c'est-à-dire l'identité de la personne qui fait une recherche va identifier, en fait, orienter sa recherche. Alors, ces préconceptions, ces idées fausses, euh, sont que la science est objective. Et en fait, ce n'est faux. C'est complètement faux. La subjectivité fait partie inhérente de la conception des études et de l'interprétation des résultats. Ensuite, deuxième idée fausse, c'est que l'antiracisme et les éléments politiques sont toujours, en fait, baignent toujours dans une aura de bienveillance. Eh bien, peut-être en apparence, oui, mais il peut y avoir en fait, des études mal conçues justement à cause de l'identité ou le manque d'expérience culturelle des personnes qui les ont conçues. Pour les personnes vivant avec la douleur, la coproduction euh, dans la conception des recherches est très importante. Il faut faire preuve d'humanité, valoriser la diversité des connaissances, reconnaître qu'on n'est pas l'expert, mais que le patient est plus l'expert. Dans certains cas, on n'est pas un expert du tout. Il faut écouter les autres et faire preuve d'humilité, d'honnêteté et de confiance en les autres. Il faut être également inclusif, c'est-à-dire enlever les obstacles à la participation aux études, reconnaître la force des gens et soutenir leur développement. Il faut être transparent, savoir qu'il y a des déséquilibres qui existent. Et alors, comment partager les rôles, les responsabilités? Eh bien, c'est important à déterminer. Mais vous, c'est votre expérience de vie, vous qui souffrez de la douleur. Alors, comment ménager tout ça? Et des fois, c'est un défi. Il faut être en réflexion constante. Mais dans mon expérience, c'est très enrichissant. Le travail que je fais, dès qu'il est fait sous l'onde de la coproduction, eh bien, ça apporte quelque chose de très important pour les personnes qui vivent avec la douleur. Et enfin, avant que Therese intervienne, je pose la question, que peuvent faire les cliniciens de la douleur? Je crois qu'on peut être des militants, on peut travailler ensemble avec vous pour atténuer les traumatismes, l'injustice. On peut
On peut créer un espace pour partager ses expériences, pour réduire l'expérience du traumatisme, de l'injustice. On peut créer des termes, une terminologie pour soutenir les explications, aider les gens à s'exprimer et les aider à vivre une vie et à s'épanouir, une vie bonne et épanouissante. Alors, on doit examiner nos dynamiques d'identité, de relation, euh, examiner notre privilège par rapport aux autres, c'est-à-dire il faut permettre ainsi pour s'y faire permettre aux communautés marginalisées de prendre conscience de leurs conditions. Et il faut éviter de reproduire les actions oppressives. Souvent, je dis qu'il y a un manque de confiance, mais c'est justifié. Il y a une historique de tort. On ne veut pas reproduire ces actions. Alors, c'est comme ça qu'on peut apporter en fait, une atmosphère une attitude de sécurité, de confiance dans la relation thérapeutique. Alors, voici mes coordonnées. Je suis dans Feedloop et j'y lis vos questions. Et maintenant, je vais laisser le temps à Therese en fait, je vais laisser l'occasion à Therese de s'exprimer et je vais répondre à vos questions s'il y en a. Alors, Therese est ici. Nous allons avoir une conversation. Merci, Anna. Très belle présentation. Ce que je trouve intéressant dans votre présentation, c'est votre équipe de chercheuses. Vous n'avez pas de patients partenaires et je suis curieuse. Pourquoi n'en avez-vous pas? Je ne critique pas votre manière de faire, mais je suis curieuse. Votre question est excellente. Alors, dans ce projet de recherche précis, évidemment, beaucoup de choses ont changé. Dans la plupart du travail que je fais, il y a un patient partenaire. Mais au début, cet article, en fait, on nous a demandé de créer une équipe interdisciplinaire et on s'est dit qu'on allait indiquer voici les interventions, voici comment elles s'appliquent aux individus de groupes racialisés. Alors, c'est ce qu'on a proposé. Et quand on a commencé à appliquer cette méthode, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Alors, c'est là qu'on a commencé à élaborer le modèle. Mais je suis contente que ça ait été critiqué parce qu'on aurait dû inclure un patient partenaire à ce moment. Mais notre en fait, étude, notre proposition consistait à tâter le terrain, voir ce que la communauté pouvait nous apporter. Alors, je pense qu'on aurait dû intégrer un patient partenaire, en fait. Oui, ça aurait été une équipe de euh, super modélisatrice, super modèle. Oui, je crois que quand des femmes travaillent sur un projet de recherche, je crois que les résultats sont toujours meilleurs. Oui, je suis d'accord. Et quand il y a des patients partenaires également. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai une sorte d'expertise, mais je ne suis pas une experte sur l'expérience de la douleur vécue par les gens. Alors, il faut s'assurer qu'on fait de la place pour les patients partenaires, non seulement, mais aussi faire en sorte que ce soit un partenariat. Alors, vous avez peut-être cette expérience où on parachute des chercheurs dans un milieu, on dit oui, faites partie de notre recherche. Et ensuite, on n'entend plus parler du projet ou les chercheurs ne reviennent jamais dans la communauté pour parler du projet. Alors, c'est ce qu'on veut éviter ici. Alors, je suis un peu racialisé moi-même parce que je suis juive. Je crois que je suis en fait, je fais partie des gens les plus détestés sur Terre à l'heure actuelle. Je ne peux pas croire la quantité de colère dirigée vers les Juifs à l'heure actuelle. Et c'est difficile de ne pas le prendre personnellement. Les gens ne me connaissent pas.
je ne connais pas ces gens, je n'ai rien fait de mal, mais je suis un peu nerveuse de dévoiler que je suis juive quand je parle à des inconnus. Et quand vous avez une autre couleur de peau, vous êtes visible et vous essayez d'avoir un traitement pour votre douleur, en plus d'autres problèmes. Pour moi, c'est un défi que d'av- d'avoir accès à mes traitements à cause de mes addictions précédentes, problèmes de santé mentale en tant qu'adulte plus âgé. Les gens considèrent que je suis censé avoir de la douleur. Alors, il faut que je fasse face à ce préjugé également. À quoi pourrait ressembler une alliance entre personnes vivant avec la douleur, cliniciens, organisations comme Douleur Canada, euh, militants, des groupes racialisés? Merci, Therese. Je crois que c'est important de réfléchir aux différentes façons dont une personne peut être racialisée. Parce que parfois, on peut être racialisé de plusieurs façons en fonction de qui vous êtes et où vous êtes. Une alliance peut prendre diverses formes. Je parle d'une femme avec qui a un jeune garçon atteint de la drépanocytose. C'est une femme nigérienne, noire, qui vit ici au Royaume-Uni. Elle a rencontré une autre jeune mère, une femme noire, avec son fils souffrant d'épilepsie, qui faisait des crises d'épilepsie. Et la mère ne se sentait pas bien traitée. Alors, elle a raconté à ma patiente que les choses ont changé lorsqu'elle a dit qu'elle était avocate. Alors, il y a un aspect de cette identité qui l'aidait. Il faut, premièrement, porter une armure pour entrer. Ensuite, il faut leur donner quelque chose qui va les rendre plein d'empathie. Alors, moi, je voyais cette femme comme une alliée dans cette situation. Elle n'a pas parlé au fournisseur de soins. Elle était là avec la mère, avec son fils. Si vous êtes là dans ces situations, ça peut vous aider. Je crois que nos grandes organisations, par exemple, je travaille beaucoup avec des organismes qui offrent du financement. Et ça, ce sont des alliances. Ensuite, avec nos partenaires caritatifs, il faut s'assurer qu'on a des gens de plein de groupes qui offrent du soutien. Ce sont des alliés supplémentaires qui vont contribuer justement à votre réussite. Ensuite, il faut utiliser le fait qu'on fait partie de ces plus grands groupes pour parler de ces enjeux auprès des instances sanitaires. Parce que ce qui nous rend forts, c'est l'union. L'union fait la force. C'est ce qui nous rend puissants, plus puissants, nous permet de nous défendre, c'est d'avoir des alliés comme ça, comme Douleur Canada. Quand les choses viennent de Douleur Canada, eh bien, c'est plus porteur. Alors, je vous invite à vous allier avec plusieurs individus et groupes, justement, euh, pour en fait, avoir plus de force, avoir une voix plus portante. Et ensuite, collectivement, vous allez pouvoir en arriver au changement. Je demeure optimiste et donc je travaille avec les enfants et les jeunes adultes, pardon, jusqu'à 2017, on avait 3 options pour les aider relativement à leurs conditions, la gestion de la douleur, et cetera, la transfusion pénicilline depuis là. Depuis, il y a une prolifération d'options curatives, bon, d'autres médicaments pour la douleur, et cetera, qui semblent fonctionner et donc, le rapport qui est sorti vraiment a changé les choses ici au Royaume-Uni et donc moi je dis ça, dans le système,
là où j'essaie de réussir parce que je pense que ça va prendre des gens à haut niveau pour faire du changement. En même temps, bon, j'essaie de détruire ça en même temps, mais changer les choses chemin faisant parce que je veux pas que les mêmes choses arrivent aux gens partout. Et donc, je suis optimiste et prudente en comprenant quel est le climat sociopolitique, comme vous l'avez dit. Et donc, il y a des barrières et je pense toujours que s'il y a suffisamment de gens, les choses vont changer, les tendances vont changer. Je fais le plaidoyer pour que l'on ait ce genre de discussion et pour qu'on crée le changement par la réunion des forces parce qu'il faut se réunir et donc plusieurs personnes peuvent créer du changement. Et voilà. Donc, vous avez démarré en disant que le racisme rend les gens mal à l'aise. Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi? Et que peut-on faire là-dessus? Eh bien, je pense que c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'endroits où les choses rendent les gens mal à l'aise. Donc, souvent, les gens pensent que je pense de vous individuellement, etc., ou on pense à un certain type de racisme, c'est-à-dire, bon, appeler quelqu'un raciste, quelqu'un qui attaque quelqu'un, etc. Donc, ça, c'est dans l'esprit des gens lorsque elle dit, ah, c'est pas du racisme parce que, oh non, ça n'arrive pas relativement aux gens, ça ne change pas. Alors qu'il y a des choses qui arrivent de façon structurelle et donc, et l'histoire est, bon, c'est le racisme scientifique, qu'est-ce qui a été fait aux personnes de race brune ou noire, et donc euh, ça peut être un défi. Donc, mais encore une fois, il y a une citation de Carmen Jones, qui est un médecin. Elle utilise beaucoup d'allégories pour réfléchir à la façon comment on peut faire avancer les choses. Et donc, encore une fois, on peut considérer que les choses avancent et donc ça peut saper toute la société. Moi, je dis, c'est OK de se sentir mal à l'aise d'abord, mais la personne qui est brune ou noire se sent déjà mal à l'aise. Et donc, peut-être vous pouvez vous asseoir avec eux, il y a un déconfort, un confort et c'est OK. Et ça, c'est la seule façon d'aller de l'avant. Donc, il faut reconnaître que le racisme, ça n'arrive pas juste selon un modèle précis, unique. Et ensuite, on peut se dire quelles sont les choses qui n'ont pas été conçues pour nous. Et je pense que beaucoup d'entre vous avez connu ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'a pas été conçu pour nous? Comment change-t-on les choses? Et ça marche. Et moi, je parle de racialisation parce que c'est probablement la plus grande des disparités, mais il y a beaucoup de ces systèmes qui n'ont pas été conçus pour nous. Et donc, vous en avez parlé, le fait de vieillir, etc. Vous êtes censé connaître l'expérience de la douleur. Et donc, je pense toujours à la douleur menstruelle. Il était décidé quoi qu'une fois par mois, il y aurait une douleur menstruelle chez les femmes. Quelqu'un a décidé ça. Bon, c'est OK, mais pourquoi? Mais ouais, en fait, c'est que le système n'est pas conçu en vue de ça et la douleur maternelle et ça, c'est OK aussi. Donc ça change un peu. On peut changer les systèmes également. La plus grande disparité que l'on voit est fondée sur la racialisation. Les gens ne veulent pas être vus comme des personnes racistes et moi, je dis probablement moi, bon, il y a tous les systèmes là, qui sont maintenus et puis qui ont maintenu le racisme. Des fois, on est passif et de soi, ça peut maintenir le racisme et donc des fois, lorsque vous êtes à l'aéroport et que vous êtes, tous en train de bouger dans la même direction, en fait, c'est un peu comme si on est, sur, un tapis roulant qui va tous dans la même direction, mais en tout cas, bon. Et moi, je pense souvent à une des choses, c'est que si on pense, au spectre des gens, par exemple, sur 100 personnes, il y a 100 personnes, disons, dans une salle et moi, je crois que je suis dans le camp des 5 antiracistes, disons. Et souvent, les gens vont dire: «Bon, tout le monde va comprendre le message, lancer le message à tout le monde». Et donc, heu, ici, de l'autre côté, il y a un autre 5 de racistes. Donc, si moi, je suis dans le camp des non-racistes, c'est ma seule façon de changer mon message pour leur parler. Ça serait quoi? De faire en sorte que mon message soit raciste? Mais en fait, souvent, on nous a dit de faire ça. Mais encore une fois, ça soutient le système. Donc, il y a des choses il y a des gens qui ne vont pas changer.
qui vont rester dans cet espace. Mais il y a comme 30 ou 40 des gens qui sont déjà en train d'être d'accord. Et c'est l'autre 20-30 avec lesquels on doit travailler pour changer les choses. Ce sont les gens, bon, il y a des choses qui sont pas malaisantes. Oui, des fois, on peut changer les choses. On peut faire en sorte que le tapis roule vers l'autre direction. Voilà. Et c'est ce que l'on fait d'habitude. Bon, des fois, les gens sont nerveux, je pense. Ils sont nerveux relativement à parler de leurs différences entre eux et nous. Et on est tous un peu plus ouverts et honnêtes les uns vers les autres. Et tout ça pourrait être résolu. Nous sommes des êtres humains et il y a différentes étiquettes qui sont utilisées, malheureusement. Mais la plupart des gens, oui, sont bons, je pense, la grande majorité. Je pense qu'on est tous nés comme ça. Et juste lorsque je suis revenu au Canada que j'ai connu l'expérience du racisme. J'avais pas vu ça avant. Moi, je viens du pays de Galles et durant les années 80, on n'avait pas beaucoup de personnes noires autour de nous. Mais bon, mais on avait des Asiatiques, des Juifs et des catholiques et on partageait tous le même espace. Et c'est juste lorsque je suis venu au Canada que j'ai vu le racisme et ça m'a terrifié. J'ai vu du racisme et je suis horrifié encore une fois. On est tous les mêmes essentiellement. Oui, sous notre peau. Oui, et je vis au Royaume-Uni, mais c'est semblable, j'ai vécu aux États-Unis pendant longtemps, plus de 15 ans, et je suis revenu au Royaume-Uni. Et je devrais dire qu'une des raisons que j'ai pour lesquelles j'utilise les termes racialisés ou minorisés, d'abord, c'est un système. Et ensuite, c'est parce que moi, je suis racialisé de façon différente au Royaume-Uni et aux États-Unis. Je ne change pas. Je me promène en étant moi-même, mais lorsque je suis allé aux États-Unis, ça m'a sorti de ma torpeur et je vis à Manchester maintenant. Et donc, les villes les plus terribles au Royaume-Uni, en fait, les plus diversifiées, pardon, et j'ai grandi avec tout le monde et je suis allé aux États-Unis, au sud des États-Unis. Mon mari vient de là. Je me suis dit, waouh, ça c'est incroyable, c'est un environnement différent, mais c'est évident maintenant. Oui, les nuances et les différents degrés d'insultes, etc. Le dénigrement était là. Mais donc voilà, j'ai été racialisé différemment, n'est-ce pas? Les questions d'accent, etc. Je suis devenu ce qu'ils connaissent comme expérience afro-américaine. Je suis devenu tout à coup une minorité. Et donc, ça a changé. Oui, je suis racialisé différemment là où je suis. C'est pourquoi on utilise le terme différemment. On va à différents endroits. On ne change pas. Et là, vous grandissez. Et donc, bon, voilà. Les gens me posent des questions, etc. Je suis heureuse de répondre et je pense que c'est qu'on est beaucoup plus semblable que différent. Vous vous rappelez, il y a la question du génome, la question génétique. On s'est dit à 99,999, quelque chose comme ça, semblable, similaire. Bon, c'est la même chose. Tout le monde était surpris. On est le même peuple, les mêmes personnes. Et mes ancêtres viennent de l'endroit où, bon, c'est très difficile parce que les gens sont divisés. Et puis, l'histoire, c'est que il y avait une raison pour laquelle on voulait utiliser les corps des gens de telle race à cause du travail. C'était le capitalisme, hein. Pour le travail, on a fait usage de corps. Des fois, ça ne marche pas pour le corps, et cetera. Et donc, je dis toujours,
je dis toujours qu'il y a un groupe qui historiquement est exclu et ça se fonde sur la couleur de la peau, quelquefois, et selon la caste, des fois, en Inde, ça dépend de classes socio-économiques différentes. Donc, il y a toujours un groupe historique qui est différencié. Mais comment inclure le groupe? C'est toujours la question. Et voilà ce concept d'alliance où on se situe au Canada là-dessus. Des fois, c'est pour les peuples autochtones au Canada, c'est différent partout. Mais il y a malheureusement ces facteurs communs et on peut toujours réunir les gens. On espère que le fait d'avoir des conversations comme celle-là vont nous aider. Bon, je fais de mon mieux aujourd'hui, tout simplement. Et si vous avez de l'amour dans votre cœur et si vous vous souciez des gens, sincèrement, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça ne prend qu'une personne. Vous pouvez devenir un modèle exemplaire pour les gens autour de vous et donc je pense que j'espère qu'un jour, tout ça sera réuni. J'aimerais bien voir ça et je pense que oui, oui, si on pouvait faire ça, oui. Donc oui, vous choisiriez pas quand être empathique ou quand valider les choses. On n'a pas besoin d'être, empathique, il y a toutes ces raisons, d'accord, on a toujours ça comme étant notre parapluie et puis ensuite on va faire ça pour tout le monde, peu importe, leur identité. Donc peu importe le statut racialisé ou pas et ça serait mieux. Il y a toujours une raison pourquoi je devrais avoir de la douleur ou pas. Pour chacune des phases de ma vie, depuis que je suis adolescente, il y a toujours eu quelque chose et il y a toujours un groupe, qui était racialisé historiquement parlant. C'est pas à cause du racisme, mais c'est à cause des circonstances. Trop jeune, mais comment peux-tu être, dans tel temps ou tant de douleur quand tu es jeune et cetera? Tu mérites pas de traitement parce que voilà. Donc il y a toujours une raison et maintenant je suis plus âgé et puis oui, ton corps, vieillit et puis voilà. Bon d'accord, oui, ça aurait dû changer, oui. Merci, merci, merci beaucoup tellement, merci beaucoup, pardon. J'apprécie beaucoup Therese, votre point de vue. Il y a toujours une raison pour mettre quelqu'un de côté ou priver quelqu'un de ses droits. Des fois, on dit: «Ah, si ma condition était plus facile à reconnaître» et cetera. Ils vont me croire des fois s'il y avait une seule chose qui changeait, mais c'est un problème systémique comme on l'a dit souvent et donc c'est pas vous. Il va toujours y avoir une raison donc ouais, oui et donc nous avons quelques questions du public. Première question de Maria qui nous a dit: «Merci, merci pour la présentation» et on a demandé à Anna: «Pouvez-vous parler de l'évolution de la recherche en douleur par rapport à l'équité?» Il semble que l'équité, c'est de plus en plus accepté dans, le champ de la douleur comme recherche maintenant. La recherche, qui est orientée sur l'équité, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, d'accord. Teresa m'a demandé si je me sentais plus optimiste bon et cetera. Il y a un groupe de chercheurs plus jeunes et cetera souvent qui arrivent et donc faire ce changement. C'est à tous les niveaux donc l'idée, c'est de s'assurer que la recherche soit faite avec des gens qui ont de l'expérience de la douleur. Je pense que c'est on obtient de l'équité, je pense que c'est diversifié comme point de vue. Ce que l'on apporte depuis mon point de vue, c'est s'assurer que les bailleurs de fonds ne financent pas juste de la recherche pour les groupes homogènes, mais on pense au lieu, au temps, etc. Et je travaille avec des gens qui peuvent faire un rapport sur la recherche et s'ils ne font pas la recherche là-dessus, bon, c'est pour l'avenir. On dit quelqu'un devrait le faire, mais qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Comment vous allez faire le changement? Et donc, comme je l'ai dit, demander à nos organisations, à nos groupes caritatifs de réfléchir à comment on peut soutenir. Il faut aider les chercheurs qui font ce travail, de fait. Et donc,
Ça peut provenir de plusieurs endroits, Maria, mais je suis d'accord, je me sens plus optimiste. Également, on a une question de la part de Debra qui a dit: «Est-ce qu'on peut découvrir les mauvaises compréhensions si les gens sont, mis à l'écart ou ont besoin de connaissances?» Ça prend les 2. Ça doit provenir de l'humilité, il faut être assez simple pour savoir ça et voilà pourquoi, bon, il y a beaucoup de recherches et donc ça doit être objectif. Il faut oublier les variables, bon, les variables, ce sont toutes les choses qui font qui nous sommes. Et donc, on dit: «Vous l'avez fait, mais vous avez juste regardé, une tranche de la recherche. Il faut considérer la personne au complet» et je pense que j'étais à une réunion avec, des chercheurs seniors en recherche qui disaient la même chose. On pensait: «Médicaments et cetera». La passion, donc ça, c'est important pour moi, donc c'est une combinaison de choses. Je vais partager une question à leur, privilège de la modératrice. C'est quelque chose qui me vient à l'esprit souvent lorsqu'on parle de la recherche fondée sur l'équité en matière de douleur. On a vu quelques exemples importants, surtout au Royaume-Uni. On a vu des approches biosociales qui ont été exploitées par d'autres pour psychologiser la douleur chronique en disant que c'est juste psychologique comme douleur. Et on prive d'accès à des traitements physiques chez les gens qui pourraient en avoir besoin. Et je suis curieuse, y avez-vous réfléchi dans le modèle restauratif? C'est quelque chose que vous abordez dans votre travail? Comment l'avez-vous fait? Oui, c'est un défi. Il y a des conséquences auxquelles on ne s'attend pas. On fait les choses pour les bonnes raisons et il y a une connaissance sous-jacente et puis il faut continuer, ça doit se poursuivre vers une direction différente. Encore une fois, l'action collective, c'est qu'il y a assez de gens qui, ouais, c'est pas le cas, mais ça change un peu la formation à partir d'autres secteurs. Mais j'étais à une réunion avec Juliette Bolton, qui est une partenaire de patients américaine très importante lorsqu'elle faisait sa formation de paramédic. Hem, on disait que la fibromyalgie était censée être un problème psychologique dans la tête des gens, mais on a changé cette culture et donc il y a des conséquences inattendues, mais je pense qu'il faut ça peut pas juste être une personne et donc un autre groupe également, la coalition antiracisme, recherche en matière de douleur et cetera. Lorsque les choses comme ça arrivent, je ne dois plus être une personne qui crie seule dans le désert. Donc, il y a ces autres personnes également qui disent la même chose. Maintenant, on chante à l'unisson. Et donc, ça prend du temps et ça prend des ressources qui peuvent être dirigées vers le traitement de l'expérience de la douleur. Donc, ouais, on peut créer ce changement seulement si on parle à l'unisson. Donc, on a parlé de changer la perspective des cliniciens. Historiquement, dans la culture médicale, c'était le contraire de ce qui a été nourri et donc, je me pose la question, pouvez-vous partager une réflexion pour savoir comment on peut éduquer les médecins de façon différente pour, changer ces attitudes? Oui, Therese, je vous laisse parler en premier. C'est comme, je suppose qu'il y a un manque, de temps. Vous êtes un médecin, vous n'avez pas le temps et il faut vraiment dire ce qui se passe. Mais l'information ne se rend pas à ce niveau. C'est comme si on ne pouvait parler que d'une seule chose et je pense que ça doit changer et on a besoin de plus de médecins et les médecins doivent faire leur travail de médecin, écouter les patientes, les patients, peut-être les médecins doivent être mieux formés là-dessus
il doit vraiment écouter et plutôt que de sauter aux conclusions, plutôt que de déterminer ce que vous croyez que les choses sont, mais juste d'écouter parce qu'encore une fois, il y a quelque chose d'autre qui est au-dessous des apparences. Et donc, si les médecins passaient plus de temps auprès si les médecins passaient plus de temps auprès des patients, ce serait plus intelligent et on a besoin de plus de médecins, ils ont besoin de plus de temps. Le temps est un facteur qui est souligné lors des conversations qui ont trait d'égalité, etc. Dans mon travail, on parle beaucoup d'équité, mise en œuvre d'équité dans mon travail, mais on parle du temps. Ça prend du temps. Et tout ça, c'est difficile à inclure dans les systèmes. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Oui, 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 oui. Donc, vous devez attendre. Donc, je suis d'accord avec Therese, tout à fait. Il y a un élément très important par rapport au temps dans le travail que je fais, ça prend plus de temps. Et donc, alors la communication, formation médicale, et donc les cliniciens et les médecins, ce qu'ils ont vu dans l'environnement, ce qu'on doit changer. Et donc, il y a la décision partagée également, c'est un autre modèle qu'on considère. Et donc, on peut utiliser le VR également. Et il y a des réponses également des familles qui peuvent changer si c'était pas un modèle de prise de décision partagée. Et donc, les cliniciens, on leur dit ça. Bon, on n'a pas juste eu la formation. Donc, encore une fois, ça faisait partie de ça également. Et donc, c'est l'autre élément que je dirais également, qu'on fait plus de ça. On comprend mieux ce pourquoi elle doit être formée, ce qu'il faut rajouter un élément pour pouvoir mieux répondre culturellement à la situation. Responsabilité culturelle. Donc, il s'agit de faire la même chose pour tous. Moi, je suis en faveur de ça. Mais en même temps, je ne parle pas de quelque chose d'explicite. Je dis pas que je ne vais pas bien vous traiter. Je pense pas qu'on est comme ça, comme genre peut-être c'est ce qui arrive, mais on est conditionné un peu, on a été socialisé en ce sens pour avoir ce genre de réponse. Mais si on dit juste on peut faire ça, tout ça pour tout le monde, de cette façon-là, ça peut marcher en vue du changement. Donc oui, je pense que c'est important. Mhm. Et donc c'est plus difficile lorsque les choses sont plus problématiques. Et donc voilà, je pense que on se rapproche de la fin, donc il y a beaucoup de gens à remercier dans la session questions-réponses. Je veux simplement conclure un commentaire de Gianni qui dit merci, Therese, etc. pour cette conversation importante. Alors, je suis modératrice pour des groupes de soutien par les pairs, etc. Et donc, il y a beaucoup moins de participation pour les groupes qui représentent euh, certains éléments de race ou de diversité en matière de genre, etc. Il semble que l'élément racial représente des défis, mais je vois une différence dans mon corps lorsque je suis dans un groupe de gens de couleur par opposition à un groupe où c'est mix, ou en tout cas, ou lorsque c'est un groupe simplement où il y a des gens qui ont des corps blancs. Oui, d'accord. Il y a le modèle restauratif pour ça. Et donc, je partage simplement une conversation et on parle simplement de comment faire ces changements. La personne est arrivée, donc c'est ceci et cela. C'est trop complexe. On ne fait même pas une seule chose. C'est une chose facile ici. Donc, on va oublier les choses complexes et on va juste faire un élément premier qui est très facile et on va bâtir là-dessus. Et donc, oui, je pense que la question qui était posée, c'est oui, il y a toutes ces choses-là. Mais encore une fois, c'est très complexe, mais si vous ne faites rien, même si c'est une petite étape, encore une fois, pourquoi on pose la question, genre, prenez faites un pas en avant pour créer une petite différence, pour créer le changement qu'on va faire. Si on fait tout ça, je pense que collectivement, on peut rajouter des gens. Donc, encore une fois, les gens vont voir que vous voulez changer la direction, le cours des choses. Et oui, c'est un peu comme être validé. C'est très important.
mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Ça fait son bout de chemin. Ça crée des changements éventuellement. C'est pas difficile à faire de reconnaître les gens. Vous avez été entendu, par exemple, je t'entends, je te vois. C'est de dire ces mots-là. Oui, je pense que c'est critique, vraiment très important, c'est vital. Et si on le faisait davantage, je pense qu'on serait en meilleure posture, certainement. Oui, d'accord, on a presque terminé. Je veux vous remercier. Merci pour cette conversation. C'était très important. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir partagé votre expérience et votre expertise. Et donc, nous allons maintenant prendre une pause de 15 minutes et nous allons revenir. La session d'après, c'est qu'on recommence à 2h15. On prend une pause de 17 minutes et ce sera une séance de yoga douce. Donc, une session de soins. Et dites-nous-le, si vous voulez participer, vous pouvez utiliser Feedloop, comme vous le savez. Donc, merci beaucoup à nos commanditaires. Merci à tous ceux qui étaient là. Et on reviendra après la séance yoga pour la suite du programme. Merci beaucoup pour vos questions.